Pierre Quinon. Au niveau du son, là, regarde si ça marche déjà, ouais, ça marche. Oui, au niveau du son, parce que je parle doucement, tu sais. Okay. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui des championnats de France, de vos titres de champion de France, puisque c'était en 82 le premier titre, hein, c'est ça? Oui, c'est exact, à Colombes. Et ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est pour la première fois champion de France? Déjà, moi, mon premier titre de championnat de France était un petit peu par surprise. Et c'est vrai que ça a été peut-être un élément déclencheur, parce qu'il y avait donc un an auparavant, j'étais arrivé au Racing du sport-études, et finalement, j'avais surtout pendant une année observé autour de moi plutôt que d'espérer quoi que ce soit, quoi. Et donc il y avait Vigneron, Bello, Abada, Ferreira, il y avait Philippe Pouvion, il y avait tous les cracks. Et pour des raisons diverses, il y en a un qui a fait 0, l'autre qui s'est planté, ainsi de suite. Et il se me retrouve champion de France avec 5m50, 55 je crois. Donc c'est une grosse surprise. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience que j'étais dans la cour des grands. Voilà, et que je pouvais gagner des compètes, même avec des gens très très forts. Voilà. Et puis ensuite, par contre, ce qui était intéressant, c'est d'avoir gagné le championnat de France 3 années consécutivement. C'est assez rare. En général, il y a des gens qui ont été, en dehors des très grands perchistes français comme Sillon, ou des gens qui étaient très en avance sur les autres. Ramadier. Oui, Ramadier. Donc Dancos, qui était vraiment tout seul. Il sautait 20 ou 30 cm de plus que tout le monde. En dehors de ça, c'est pas évident de les gagner successivement. Donc, et ça représente d'ailleurs en plus, je dis souvent à des perchistes, d'abord soyez champion de France, et puis après vous verrez. Et en fait, ça s'est vérifié, quoi. Parce que 2, 3, 4, hein. 82, 83, 84. Et c'est les 3 années, je suis champion de France, et c'est 3 années où finalement les 3 meilleures années, parmi les 3 meilleures années. Ça tourne toujours, mais c'est pas la question, on s'en fiche. C'est 85, c'était l'année finalement un petit peu où il y avait une Coupe d'Europe, dans laquelle je me suis pas sélectionné parce que je rate mes championnats de France. Mais c'était une année où finalement je retrouvais tout ce travail que j'ai fait pendant 3 ans, sans de pression, de championnat. Hein. Et je commençais déjà à avoir mal aux genoux, un peu partout. Mais voilà, c'est sûr qu'en fait j'ai fait 4 très bonnes saisons. J'ai regardé, c'est une moyenne, hein, dans le haut niveau. Souvent. C'est une moyenne. Ouais. Même chez les perchistes, hein, on voit les perchistes, quand tu fais 4 saisons, bien sûr. Après ça devient exceptionnel. Hein. Et donc l'année 84. Oui. Avec Qu'est-ce qui s'est passé en 84? Je sais plus. Rafraîchissez-moi la mémoire. Justement, c'est Los Angeles. Ouais. Est-ce que vous pouvez, donc 20 ans après, raconter le saut? Alors, c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'une journée comme moi aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Parce que c'est beaucoup d'émotions en dehors du fait que je revois beaucoup de gens. Je ne vis pas dans la période de Los Angeles. J'ai tourné la page. C'est ce qui explique aussi d'un autre côté, parce que j'ai au stage national que je viens de faire, la première remarque qu'on m'a fait, elle m'a dit mais tout ce que tu dis c'est précis, c'est net, c'est comme si, je veux dire, ça n'avait pas bougé, justement parce que je ne suis pas plongé là-dedans, je ne suis plus. Donc, donc c'est pour ça que quand j'y reviens, j'ai l'impression que c'est en état. Et donc je me souviens très précisément du petit-déj, voilà, jusqu'au moment où on part, on prépare mes affaires, mon sac. Ça vous intéresse tout ça? Le dernier repas, on part très tôt, on part à 2 voitures, et on le fait bien, puisque Vigneron a un accident, et il monte dans la voiture, par exemple. Un gars qui prend un sens interdit. Voilà, c'est ça. Tiens, par exemple, quand on parle de l'organisation ou du management d'une compétition de haut niveau, c'est effectivement Perrin qui dit on part à 2 voitures parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et effectivement, comme par hasard, il y a un petit accident. On rentre dans le village olympique, on rencontre Hidalgo qui est là, et on prend un café ensemble. Et Hidalgo, spontanément, il voit nos visages, etc. Il comprend. Parce que je suis pas sûr qu'il savait que c'était la perche. Il comprend instantanément ce qui se passe. Et Hidalgo nous prend à table avec Thierry, il se met à nous parler. Mais avec un discours Hidalgo, qui est incroyable. Et c'est même surréaliste.
de voir Hidalgo comme ça à quelques heures de la finale, qui discute avec nous. Et puis, il a eu des mots très apaisants, voilà, sur la notion de plaisir, etc. Et on est parti, stade d'échauffement. Et puis, premier grand souvenir, chambre d'appel. Parce que chambre d'appel, on y reste un quart d'heure, 20 minutes, on contrôle le matériel, on vous met en rang. Et déjà, là, moi, la grande différence, ce que je ressens déjà, c'est que j'ai envie d'y aller, quoi. Ça, j'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a rien à faire ici. On est dans une pièce. Bon, il faut y aller maintenant. Et donc, on est en rang, et puis on prend ce couloir. C'est un vieux stade, Los Angeles. Et ça fait penser un peu à Colombe. On prend ce couloir, et puis au fur et à mesure qu'on avance, il y a une grande lumière, la lumière du stade, et on commence à sentir les bruits, etc., le stade qui vit. Et on arrive dans ce stade. Voilà. Et ça, c'est mon plus grand souvenir. Voilà. Et après, le concours commence. C'était ça la question? Moi, c'était par rapport au saut, mais le saut, alors je continue, j'arrive, il y a du vent de face, donc il y a tout le monde qui se précipite vers les jus, il faut changer le sautoir de sens, etc. Et moi je ne me prends pas part aux discussions parce que j'ai déjà envisagé que le vent pouvait être de face, c'était un grand stade. Tu étais venu avec Perrin et les autres avant? Ouais, et puis je savais que le vent était défavorable, etc. Et puis je me suis dit, de toute manière, j'étais préparé à toutes les éventualités, donc le vent, s'il est de face, il est pour tout le monde, mauvais pour tout le monde. Donc voilà, et puis premier saut 5,45 m, je rate, et instantanément, je sais ce qu'il faut faire pour que ça passe. Tout ce que je peux dire, ça peut paraître, prétentieux, mais c'est comme ça, parce que je pense que j'étais prêt. Et je passe au deuxième, et je tente 65, je change de perche, ça rate, parce que j'ai un problème de course, un rafale de vent. Je fais des impasses parce que je sais que dans une finale, quand on rate un essai, il faut vite reprendre l'avantage. Et puis je réussis 70, 75 au premier. 70, je fais un très beau saut, je crois. C'est sans doute le meilleur. Et puis 75, c'est le saut de la gagne où je m'arrache vraiment. Je passe très près, je sens presque, je rafle de la joue, il me semble. J'enlève la tête au dernier moment. Et là, je sens déjà que c'est bien parti pour le titre olympique. Et après 80, je suis fatigué et je pense que j'ai mis tout mon, le concours, il est déjà un peu ficelé déjà. Voilà. Tu y rates et je suis champion olympique. En accéléré, hein, parce que ça a duré 4 heures l'histoire quand même. Et après, l'hymne national. Ouais. Alors il y a un truc très sympa, c'est qu'on s'est retrouvés à attendre dans un couloir avec Thierry et moi, et Earl Bell et Mike Tully. Et je ne devrais pas dire ça, mais à l'époque, on fumait un peu. Les Américains nous regardaient toujours bizarrement. Et ce jour-là, les Américains spontanément sont venus nous voir, ils nous disaient tiens, nous une cigarette, et on a fumé. Je ne devrais pas dire ça, mais il faut remettre dans le contexte, quoi. C'était tellement de tension, tellement de stress, et on s'est retrouvés à 4 à fumer une petite cigarette comme ça, et à une espèce de temps qui s'était arrêté. Voilà. Et je sentais énormément de respect chez les Américains. Je me souviendrai de Tully qui nous a dit les French, good job. Donc ça, c'est très américain. Good job, ça veut dire bon travail. Oui, tout le monde sait. Et je trouvais ça m'a fait plaisir de leur part. Ils ont été fair play. Donc après le podium. Le podium national avec ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Ouais, ce qu'on peut ressentir. Ouais, c'est exceptionnel. On va faire un saut en arrière, 83, le record du monde. Parce qu'après avoir franchi 5,82, vous êtes tenté 6 mètres. Oui. La première fois, je crois que vous tentez 6 mètres. Oui. Parce que déjà, on était dans une logique des 6 mètres. Et d'ailleurs, c'était 83, les 6 mètres ont été faits 2 années après. Donc c'était déjà dans une logique là, mais on avait des éléments, mais on n'arrivait pas forcément à les mettre en place, donc on en était encore à 5,80, mais on sentait que c'était vraiment quelque chose d'éminent. Donc après un record du monde, je vais faire quoi? 5,85 m? Bon, je me suis dit, bon, on va faire 6 mètres, et j'ai engagé un saut sur les 3, je crois, au bassin. Voilà, au bassin. Mais j'étais pas. Deuxième. Oui, deuxième. Mais j'étais pas. Le problème, c'est que les poteaux montaient pas assez haut, ça a pris un certain temps avant qu'ils puissent mettre 6 mètres. Mais, bon, je suis un peu déconcentré. Parce que c'était plus haut, t'es quand même passé de 5,82. Ouais. Mais par contre, il y a des gens, une partie du public est partie, mais des gens qui sont restés. Bon, c'était les faits, quoi. C'était presque historique. Les gens qui sont restés, pour le... Puis il y a eu tous les meetings internationaux après. Oui.
Alors, les pas mal meetings. gagné, hein, j'ai vu ça grâce à. Et là, on parle des meetings après les Jeux. Alors, les meetings Il y internationaux. avait aussi, il y En avait 80. pendant toute la période. Laquelle période Non, pas seulement après les Jeux. Non, pas seulement. Il parle des meetings internationaux Mais en général. En général, 82 ouais. jusqu'à Ouais, 85. Mais c'est vrai que. Des victoires et tu Ouais. fais deuxième place dans des meetings importants. Ouais, parce que les Jeux, j'en ai fait qu'un après. Hein. J'ai fait que Cologne, là où j'ai battu le record du monde. D'ailleurs, ça avait un peu tiqué à l'époque. Mais je voyais plus l'intérêt de sauter, quoi. J'avais fait ce que. C'est le ressort était. Enfin, j'avais besoin de récupérer surtout. Et. Ouais, je me souviens de mon premier meeting, je l'ai fait à Lausanne. Pas très bien marché pour voir. Mais le second, je me souviendrai, c'est à Stockholm. Et j'ai fait premier ex-aequo. C'était un meeting important à Stockholm. Hein. J'étais venu le matin en avion. C'était le soir. Et j'ai fait premier ex-aequo avec Kozakiewicz. Je crois que c'était en 82. Et c'est un souvenir extraordinaire. Donc il faut bien comprendre que, en ce qui nous concerne, on parle de 6 mètres. Mais quand j'ai commencé, on pouvait gagner un meeting international à 5,50 m. Voilà, donc, le chemin parcouru, 50, 60, 70, 80, 90, 6. C'était vraiment une époque très riche pour le saut à la perche, vraiment ça bougeait beaucoup. Voilà. Ouais, donc je suis content d'avoir participé à cette époque-là, D'ailleurs, quand on cette voit les aventure. performances actuelles, Ouais, donc après c'est redescendu. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on faisait déjà, c'était vraiment de la perche, pas avant-gardiste, mais de la perche moderne. Quoi. On est arrivé déjà à un degré très très pointu de la discipline. Bon, il y a des gens exceptionnels comme Sergei Bubka, Gatolin ou d'autres qui ont encore poussé très loin ce degré-là, mais finalement aujourd'hui, ces gens-là, exceptionnels ayant disparu, on retombe à des choses qu'on faisait déjà il y a 20 ans. Ça, c'est intéressant quand je revois les perchistes aujourd'hui. Le niveau français se situe en dehors de certains à 5,50, 5,60 quoi. Alors qu'à l'époque, à 5,50, tu étais 10e au championnat de France. C'était fou, quoi. Donc c'est intéressant, mais voilà, on va pas faire les anciens combattants. Hein. Et votre implication dans l'athlétisme en France maintenant, puisqu'on va parler de Romain Ménil. Oui. Un petit peu. Ouais. Bah, ouais. Je me suis manifesté après Sydney, parce que je me suis dit après Sydney, la claque qu'on a pris, si ça change pas au niveau fédéral, ça ne peut rien comprendre. Donc je me suis manifesté avec d'autres et on a essayé de changer, un peu bouger les choses. Ça a pas changé. Donc j'ai pas insisté. Et donc je suis plus dans la course, sauf que je vais m'occuper un peu de Romain Ménil et lui apporter j'irai un peu de mon expérience pour la compétition. Donc je vais avoir un rôle un petit peu de manager, voilà, avec son entraîneur Georges Martin que je connais très bien, avec qui je me suis entraîné. Donc je vais me promener à Bordeaux de temps en temps, je fais des stages et puis je vais le suivre en compétition et on va essayer de mettre ça en place. Voilà, je dis 4 mois avant les choses sérieuses. Oui, quand vous partez par rapport à après Sydney, c'est que lorsque vous aviez été pressenti pour être directeur de l'élite. Oui. Mais tant que le poste de DTN ne changera pas, c'est ce poste qui fait que les choses sont très compliquées à la direction technique. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas considéré qu'il fallait mettre en place des gens comme moi par rapport aux équipes de France, parce que c'est une prérogative du DTN, et les DTN qui viennent là, les directeurs techniques nationaux, la seule chose qui les intéresse, c'est le haut niveau. Alors que ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être l'avenir de la discipline, l'athlétisme en entier, et mettre des gens qui ont fait un mélange de compétences au niveau des équipes de France. Et ça, c'est pas compris, donc bon, voilà, je me suis retiré, mais il n'y a pas de problème. Hein. Tant pis. Hein. Et aujourd'hui, hein, donc, le baptême du gymnase à Salaise, le gymnase donc, qui a porté votre nom, Pierre Quinon. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est le dernier round depuis ce matin, 10 heures. Mais je suis bien chaud, bien prêt. Je vous dis tout de suite, j'ai rien préparé, je ne sais pas ce que je vais dire. Je pense que ça va être avoir beaucoup d'émotions. Je crois que c'est un formidable cadeau et je le ressens encore plus avec la journée que je suis en train de passer. Et Joseph de Barros me faisait remarquer ce qui était intéressant, c'est qu'on me donne le nom de ce gymnase de mon vivant. Donc j'apprécie tout ça à sa juste valeur.
Et donc, je suis très fier. Et puis c'est un très très bel outil, c'est merveilleux. Et puis voilà, quoi, ça me permet de passer une très très belle journée qui se finit en beauté avec Gymnase Pierre-Quinault. Donc, mais j'en fais pas, comment dire, je dirais sûrement ce soir, je fais pas une affaire d'ego. C'est simplement, moi je vois ça comme un témoignage. Ça veut dire qu'il y a quelque part un Salésien qui était licencié au Radial Club et qui a eu une trajectoire voilà, jusqu'au bout, quoi. Donc c'est possible. Et donc, cette journée pour finir, avec tous les enfants, petits et grands, de Salaise et de l'agglomération, pas trop épuisante. Non, pas du tout. Maintenant, moi j'adore la jeunesse. Et puis se replonger dans voilà, c'est ça qui est, arrière. oui, c'est un petit peu difficile pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de m'en tourner derrière moi. Et donc aujourd'hui, tout est fait dans ce sens. Mais ce serait sympa. Je ne ferai pas tous les jours, mais aimer le faire une fois, c'est bien. Et puis il y a des gens que j'aime beaucoup qui m'accompagnent, comme Alain Bem par exemple. Donc c'est bien, quoi. Et puis de retrouver des lieux, c'est important aussi. On parle, moi, le prieuré, je connais le prieuré comme ma poche. Hein. J'ai tout fait là, dans des crosses, de la moto, j'ai pêché. Donc c'est vrai que c'est à 2 pas d'ici, quoi. Donc ça fait partie de moi-même. Même si c'est très loin, voilà, c'est toujours intéressant de savoir que c'est là, quoi. C'est mes racines. Alain, tu veux rajouter une petite question? Ouais, merci beaucoup. Mais de rien, hein.